Bienvenue dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine. Et en cette semaine spéciale femmes puissantes d'Afrique, notre dossier du jour sera consacré à Angélique Kidjo, diva engagée qui enregistre à son actif près de 35 ans de carrière. Au sommaire également, des mesures anti-corruption renforcées au Tchad. Le gouvernement tchadien rappelle les structures d'État chargées du contrôle financier à une tolérance zéro contre les auteurs de crimes financiers. L'annonce a été faite par le Premier ministre Paimi Padaké ce mardi 7 mars 2017. Et puis le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, est arrivé ce vendredi 10 mars à l'aéroport de Kaduna au nord du pays. Il a été accueilli notamment par ses bras droits politiques dont le vice-président Yemi Osinbajo et son porte-parole Garba Shehu. Et ils sont avec nous sur ce plateau pour en parler. Bienvenue donc à Marie-Thérèse Altermat-Massing, qui est chef d'entreprise et présidente du Conseil des Mariannes de la République et par ailleurs du groupement international d'investissement des femmes actives, économie, développement et entrepreneuriat. C'est le GIFA LEP FIDA International. Bonjour. Bienvenue également à Aisin Pierre Dognon, qui est écrivain, auteur du livre « Désolée Madame, j'épouse mon portable ». Il est par ailleurs médiateur culturel. Bienvenue. Merci. Et bienvenue enfin à notre éditorialiste, Gracien Roquendiquiza. Merci Diara, bonsoir à tous. Tout de suite, l'info du jour. Le président du Tchad, Idriss Déby Itno, invite le gouvernement à une gestion rigoureuse. L'équipe du Premier ministre, Albert Paimi Padaké, doit donc s'atteler à prêter à une attention particulière à une bonne gestion des ressources du pays, ainsi qu'à la lutte sans merci contre la corruption qui met à mal le développement et le système de gouvernance tchadien. Reportage de Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad. Au Tchad, la chasse aux auteurs de crimes financiers est officiellement ouverte. Le Premier ministre Albert Paimi Padaké, en tournée dans les services de douane, a annoncé que son gouvernement a instruit les institutions de contrôle de finances publiques à inspecter toutes les régies financières du pays. Pour le chef du gouvernement tchadien, la rigueur sera désormais de mise en matière de contrôle des ressources de l'État. Les structures de contrôle financier du pays ménagent déjà leur monture et comptent harmoniser leurs actions sur le terrain pour plus d'efficacité. Les différentes structures de contrôle puissent travailler en harmonie. Comme nous avons tous les mêmes objectifs, c'est-à-dire améliorer la gestion de nos ressources, nous puissions donc harmoniser nos actions pour que nos différentes actions soient efficaces les uns et les autres. Et que, éventuellement, dans nos programmes également, nous puissions faire en sorte que nos missions soient plus harmonisées et également tenant compte des activités des uns des autres. Selon le Premier ministre tchadien, avec la chute du prix du baril de pétrole, le pays compte sur ses ressources propres pour remplir ses obligations. Il n'est pas acceptable qu'un franc destiné au trésor public se retrouve ailleurs. Mais certains acteurs de la société civile émettent des réserves quant à l'exécution efficiente de cette décision salutaire. La corruption et les détournements des deniers publics. Nous attendons le Premier ministre aux actes. Il ne faudrait pas que cela ne puisse être seulement une déclaration d'intention ou un simple discours politique. Rappelons que le président de la République du Tchad, Idriss Déby Itno, a annoncé en avril 2016 la création d'une cour spéciale dédiée aux crimes économiques. Mais selon certains observateurs, cette cour ne sera qu'une institution de trop parce que le pays dispose déjà d'une cour des comptes et d'une inspection générale d'État chargée de contrôler les finances publiques. Gracien, certains émettent déjà des réserves quant à l'exécution efficiente de cette décision. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Vous savez, au Tchad, il y a eu plusieurs cas, plusieurs tentatives de lutte contre la corruption. Des décennies. On disait on lutte contre la corruption. À certains moments, ils ont eu le pétrole et la manne pétrolière, ils l'ont eu. La corruption a augmenté. Ça a été pillé pratiquement. Aujourd'hui, ils ont des problèmes pour payer les fonctionnaires. Au moment où il ne reste rien, on pense à lutter contre la corruption. C'est trop tard, c'est-à-dire que c'est trop tard. C'est trop tard. Et même, on ne sait même pas si ce n'est pas une politique destinée
aux agents de la police, aux agents de la fonction publique, et non pas les gros morceaux, les gros poissons, comme on le dit. On a quand même des personnalités du gouvernement qui ont été arrêtées. Il y a 3 membres du gouvernement qui ont été arrêtés pour soupçonner d'être impliqués dans un scandale de passation de marché de fourniture de matériel scolaire. Donc oui, souvent, finalement, on essaye en tout cas de toucher au plus haut niveau. Oui, bien sûr, on le sait. Souvent, ce sont les gens qui sont touchés sont gens qui sont en disgrâce ou qui vont tomber en disgrâce, mais il y a d'autres qui restent pratiquement impunis. Mais c'est un cas vraiment assez sérieux pour le Tchad comme d'autres pays. Et déjà, le Tchad se classe parmi les pays les plus corrompus en Afrique. Madame Altermat Massine, qu'est-ce que vous pensez de cette lutte anticorruption dans un pays comme le Tchad ? Mais il n'y a pas que le Tchad, c'est une très très bonne initiative. Quand on sait que la corruption, c'est un manque à gagner de plus de milliers de millions d'euros et de francs CFA dans la caisse de l'État. Moi, je me dis, ceux qui ont fait les détournements de fonds, ils n'ont qu'à recouvrir déjà l'argent qui a été volé. Parce que quand vous mettez les gens en disgrâce, vous ne cherchez pas à récupérer les fonds, ça ne sert à rien. Vaut mieux d'abord récupérer les fonds parce que c'est ça qui est le plus important. Les caisses de l'État sont vides. Et ne pas mettre les gens en prison, est-ce que c'est préférable de récupérer seulement les fonds et ensuite on s'occupera? Si, il faut punir, parce que c'est quand même un délit. Mais il faut aussi recouvrir quand même cet argent. Il faut chercher à le récupérer, à le remettre dans le fonds de l'État pour que ça puisse continuer. Et on ne peut pas mettre quelqu'un en prison et puis l'argent qu'il a détourné, on ne sait même pas là où il l'a mis. Non, il faut aller chercher cet argent-là. Mais le problème, comme a dit notre éditorialiste, c'est toujours les gros bonnets. On sait que ils sont plus ou moins intouchables parce que ils se connaissent. Hein, c'est un cercle tellement restreint. Monsieur Dogno, est-ce que vous y croyez-vous à cette lutte anticorruption quand on sait que le Tchad est, rappelons-le, selon le rapport de Transparency International, 40e en Afrique et 159e dans le monde? Après, il faut dire que déjà Idriss Déby, c'est depuis 1990 au pouvoir et jusqu'à nos jours. Et quand vous vous retrouvez face à la baisse du pétrole, face au réchauffement climatique et face au terrorisme lié au Boko Haram, vous devriez en fait d'assainir vos dépenses publiques. Et je pense qu'il a compris cette politique. Ce qui est regrettable et là où les gens de la société civile ont raison, c'est d'avoir attendu tout ce temps pour aujourd'hui décider. Finalement, pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant, c'est la grande question. Et aussi, on doute de la bonne foi en fait de ce gouvernement qui, depuis toujours, a été toujours là. Et on sait tous, comme le disait tout à l'heure l'éditorialiste et Madame, bien sûr, on se demande est-ce que c'est le bon moment. Et qu'est-ce qu'on fera de ces personnes-là? Et comprend parce que c'est le même cercle en fait. Ils connaissent le système, ils sont dans le système depuis toujours. Donc, qu'est-ce qu'ils deviendront? Qu'est-ce qu'on fera d'eux? Est-ce qu'ils vont se retrouver nécessairement vraiment derrière les barreaux, comme on nous le dit, ou c'est une opération de charme pour encore nous charmer, comme on a l'habitude de le faire? C'est là la grande question, c'est là qu'on doute de la bonne foi de ce gouvernement, en fait. Donc, croire, oui, mais on reste sceptique quand même. On va à présent parler du Nigeria, où officiellement en repos médical depuis 2 mois en Grande-Bretagne, le président nigérian Muhammadu Buhari est finalement rentré ce vendredi matin au Nigeria. Pendant tout ce temps, son absence et son état de santé ont fait l'objet de nombreuses spéculations au sein de la population. On fait le point avec Zahara Mohamed Moutio. Il est arrivé ce vendredi 10 mars au matin à l'aéroport de Kaduna. Le retour du président nigérian Muhammadu Buhari, relayé par la télévision nationale, était très attendu après 2 mois d'absence du chef de l'État parti le 19 janvier en Grande-Bretagne pour des raisons médicales. La presse nigériane décrit un homme fatigué et amaigri. Physiquement, le président Buhari est beaucoup diminué, fatigué. Physiquement, la grande santé n'y est pas encore totalement. Mais compte tenu de certaines réalités dans le pays, de ses constituants qui réclament sa présence, c'est pour éviter une vacance du pouvoir qu'il a essayé de précipiter un peu son retour. Selon l'avis des médecins, il devait prolonger son congé médical pour avoir plus de suivi sur place. Compte tenu de certaines préoccupations qu'il a au pays, certains sont en train d'évoquer une vacance du pouvoir qui ne dit pas son nom. Le chef de l'État, âgé de 74 ans, devait initialement s'absenter pendant 10 jours pour des examens médicaux à Londres. Mais son séjour n'a cessé d'être prolongé pour repos médical.
C'est ce qu'affirmait son entourage, sans plus de détails, suscitant toujours un peu plus l'inquiétude au sein de la population. Et aujourd'hui encore, la nature du traitement suivi n'a toujours pas été révélée. C'est le brouillard total, on ne sait pas assez, puisqu'en Afrique, c'est très difficile de parler de la santé d'un chef. Les conditions sont telles que, avec un passé récent avec l'ex-président Yar'Adua, c'était presque les mêmes conditions où on disait qu'il ne souffrait rien de rien jusqu'à ce que son état ne soit dégradé. Ce n'est qu'en fin de compte, dans ces derniers jours, que le peuple a su exactement ce dont il souffrait. Je crois que c'est un problème que les chefs africains ont. Le tabou autour de la santé du président a laissé libre cours aux spéculations sur sa capacité à poursuivre sa présidence. Et à peine arrivé ce vendredi, le président Mouhamadou Bouhari a annoncé qu'il poursuivait sa convalescence. Yemi Osinbajo, son vice-président, qui gouverne par intérim depuis 51 jours, conserve donc les rênes du pouvoir, au moins pour quelques jours encore. Gratien, le président est enfin de retour, mais la convalescence va se poursuivre. Les images qu'on a vues aujourd'hui montrent un président qui n'est pas encore à 100% à sa forme, mais il est de retour. Est-ce que finalement c'est une bonne chose pour l'avenir politique du pays ? Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais en fait, c'est question de tactique politique. Il était obligé de rentrer parce qu'à un certain moment, s'il reste à l'étranger, soit disant qu'il est parti se faire soigner, c'est que le Parlement peut constater une vacance de poste. Donc, mais avant, il avait transmis le pouvoir à son vice-président. Oui, même s'il transmet le pouvoir, à un certain moment, on peut constater que le président n'est plus, compte tenu de son absence et aussi de sa maladie, il n'est plus capable d'assurer. Donc, le Parlement pouvait statuer comme quoi il y a une vacance de poste et on pouvait lancer les élections. Donc, il est obligé de revenir. Il est présent et après quelques jours, à mon avis, même malade, il va se présenter. On connaît d'autres présidents qu'on ne voit pas à la télé ou qui n'apparaissent pas. Mais à quoi sont tenus justement nos présidents, en tout cas pour le cas du Nigeria, en matière de santé? Qu'est-ce qu'ils doivent révéler ou pas? Parce que finalement, on ne sait toujours pas ce dont vous savez, question de maladie, c'est un secret de polichinelle et en même temps un secret d'État, même si la Constitution, les lois obligent les présidents à révéler l'état de santé, les bulletins de santé. Les présidents ne vont pas le faire. Il y a des médecins complaisants qui vont donner d'autres bulletins parce que ces présidents, tant qu'ils sont vivants, ils tiennent au pouvoir. Il ne va pas accepter qu'il est malade, qu'il abandonne le pouvoir au profit de quelqu'un d'autre. Par contre, le Nigeria se trouve dans une situation assez tendue aujourd'hui. La lutte contre Boko Haram, à un certain moment, disons, avait avancé, mais on a remarqué, disons, une certaine stabilité, voire un recul, éventuellement, parce qu'il n'était pas là. C'est quelqu'un qui connaît bien l'armée, qui a été à l'armée. Et aujourd'hui, sa maladie, disons, sa faiblesse peut aussi, disons, rabaisser le courage des militaires. Mais vous parliez de tabou, mais on a des pays, par exemple, comme aux États-Unis, où le président Barack Obama avait rendu public son bilan en parlant jusqu'à de son cholestérol et des antécédents médicaux de ses arrière-grands-parents. On a un candidat en 2008 qui avait fait un bilan de son état de santé de 1100 pages. Est-ce qu'on peut imaginer ça pour nos chefs d'État africains, par exemple, Monsieur Dognon? Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut dire que le cas du Nigeria spécialement est un cas particulier. Parce que déjà en 2010, avec le président Oumarou, on a connu ce tabou-là autour de son état de santé qui finalement a abouti à son décès, qui a vu élire à la tête du pouvoir le président, comment il s'appelle, Goodluck Jonathan. Donc, ça dit ce tabou-là entretenu fait que les Nigérians ont l'impression d'avoir une répétition. Donc il y a de quoi s'inquiéter. Il y a de quoi s'inquiéter. L'opposition en fait bien son chou gras, on en profite parce que, écoutez, toute opération est bonne pour récupérer. Et aujourd'hui, il est de bon temps que le président entre pour faire cette opération de charme. On sait et on le voit à travers les images que ce n'est pas encore totalement une question de rétablissement de santé. C'est une opération de charme pour nous prouver que, bon, écoutez, je suis encore vivant, je respire encore, donc je peux encore tenir le pouvoir. Donc, pour répondre à votre question, jusqu'à où on devrait y aller, en Afrique, il y a des choses qui restent tabous et c'est une question de culture. Normalement, est-ce que le président est amené ou doit, en quelque sorte, tout dire? Ce n'est pas la même chose qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, les questions ont évolué à un certain niveau, ce qui n'est pas encore le cas en Afrique.
Madame Altarmat Massing, juste pour conclure, est-ce que vous pensez qu'il faut davantage de transparence? Est-ce que c'est souhaitable que les présidents divulguent leur véritable état de santé? Absolument. Moi, je suis pour que chaque président élu doit publier son bulletin de santé. Parce que c'est question de sécurité nationale. Vous vous rendez compte, vous êtes élu 6 mois après, vous ne pouvez même plus diriger votre pays. Il est revenu parce qu'il y a des tensions. Et sa première promesse fut, s'il est là 6 mois après, on ne parlera plus de Boko Haram. Mais là, on n'a jamais entendu parler de Boko Haram plus que maintenant. Donc, il est obligé d'être là parce que, bon, je ne sais pas ce que dit la Constitution, mais en cas de vacances, peut-être de plus de 6 mois, de 8 mois, on est amené à constater son absence et peut-être même à lancer des élections. Merci pour toutes ces précisions. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.